Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Robin Philpot. Robin Philpot, bonjour. Bonjour Philippe. Et bienvenue. Vous êtes originaire de Thunder Bay, en Ontario, et vous êtes aujourd'hui éditeur chez Baraka Books, ici à Montréal. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, notamment Le référendum volé, et Les secrets d'Option Canada, ce dernier étant coécrit avec Normand Lester. Vous avez également été candidat pour le Parti québécois en 2015-2016 et vous avez reçu le prix de patriote de l'année par la Société Saint-Jean-Baptiste en 2017. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Juste une correction, j'ai été candidat du Parti québécois en 2007. Je me suis trompé. C'est le prix de patriote de l'année qui est en 2015-2016. Exactement. Ah oui, pardon, Exactement. J'ai inversé les dates. Parfait. Est-ce qu'il manque autre chose dans la description? Vous avez été journaliste, disons-le, longtemps. Ouais. Donc, première question, on comprend que vous êtes souverainiste. Oui. Vous avez été candidat pour le PQ. Vous êtes aussi un anglophone de l'Ontario, ce qui est quand même rare, la combinaison des deux, soyons francs. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir indépendantiste et défendre donc l'indépendance du Québec? Oui. Bien, je suis né, j'ai grandi à Thunder Bay, comme vous l'avez dit. Et ma première rencontre avec ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, c'était quand j'étais fin de l'adolescence, je travaillais dans le bois comme bûcheron. Et presque tous les bûcherons étaient des Canadiens français, parfois du nord de l'Ontario ou de la Gaspésie ou d'ailleurs qui avaient migré là pour avoir du travail. Et j'ai vu que avec les Autochtones du nord de l'Ontario, les Canadiens français étaient objets de racisme poussé de la part de l'Ontario orangiste, il faut le dire. C'est le nord de l'Ontario était un peu colonisé par les orangistes et comme dans l'Ouest. Alors, ça m'a amené à avoir une sensibilité assez importante à ces questions-là. Mais je dirais le point tournant, c'était la crise d'octobre puis les mesures de guerre en 1970. J'ai été étudiant à l'Université de Toronto et j'ai vu quand Trudeau a proclamé les mesures de guerre, j'ai vu la réaction quasi maladive et obsessive d'autres étudiants de l'Université de Toronto qui étaient il va les placer, les Québécois. Pas juste les FLQ, tous les Québécois. Il va les mettre à leur place. Je dirais que c'était ça le point tournant pour que je devienne indépendantiste. Ça, avec le recul, je dis ça. Je suis allé en Afrique pendant 2-3 ans où j'ai enseigné et dans des pays francophones où j'ai rencontré des Québécois qui étaient tous souverainistes à cette époque-là, 72, jusqu'à 74, 75. Et c'est là la première fois que j'entends chanter Vigneault, que je sache qui est Félix Leclerc, et ainsi de suite. Donc, et puis là, je reviens, et puis là, je m'installe à Montréal. Puis, assez rapidement, je suis devenu indépendantiste. Mais je pense que le point tournant, c'est la crise d'octobre. C'est les mesures de guerre de Trudeau et la réaction du Canada anglais. Que vous avez vaincu de l'intérieur. Que j'ai vu à quel point il y avait une haine contre le Québec. Chez des amis, là, c'était tous des bons amis. Puis moi, ça m'a horripilé parce que déjà, j'avais eu l'expérience en travaillant dans le bois, dans le nord de l'Ontario. Alors, c'est un peu une confirmation de ce que je ressentais avant d'aller à mes études ou avant octobre 70. Passons à votre livre, Le référendum volé. En 2005, lors du lancement de votre livre, Jacques Parizeau lui-même vous a dit qu'il s'il avait su ce que vous avez révélé, il aurait agi autrement. Donc, remettons-nous dans le contexte de l'époque là, pour le bénéfice de l'auditoire, contexte post-référendaire de 95. Pouvez-vous nous expliquer la thèse de votre livre, Le référendum volé, et vos révélations à propos d'Option Canada dans le livre qu'on a mentionné, Les secrets d'Option Canada, qui avait été coécrit avec Normand Lester pour rafraîchir la mémoire de l'auditoire? Je dois dire que le titre du livre venait de l'éditeur des Intouchables. Lui, il souhaitait un livre qui s'intitulerait Le référendum volé. Moi, j'ai dit, parce que, on a commencé le livre à peut-être 18 mois ou 2 ans avant, et
moi, j'étais sceptique. J'ai dit, on verra. Et avec mes recherches et mes entrevues, aussi les entrevues que j'ai eues, et les révélations que j'ai eues en faisant des entrevues, que j'ai conclu que c'était très juste ce titre-là, il fallait le garder. Et donc, bon. Si on peut mentionner, les entretiens que vous avez faits étaient avec les grands noms du camp du non, là, si je peux dire. Exactement. Et puis, comme moi, j'ai rien caché. Si j'avais fait une petite recherche sur Internet, puis Internet fonctionnait déjà en 2004-2005, il aurait su que je suis souverainiste, que j'avais été impliqué, parce que j'avais été directeur de communication à la CSJB aux alentours de 2000, sous la direction, Guy Boutier était président. Donc, il aurait su rapidement. Mais j'ai eu des entrevues avec Sheila Copps, qui était ministre du patrimoine, avec John Ray, qui était l'homme à tout faire de Paul Desmarais, mais aussi de Jean Chrétien. John Ray, là, on oublie, mais il était à Power Corp, mais prêté auprès de Jean Chrétien. Il avait été l'organisateur de Jean Chrétien depuis les années 60 et très proche. Frère de Bob Ray? Frère de Bob. Ouais. Le frère aîné de Bob Ray. John Hundrich, qui était directeur et propriétaire du Toronto Star, qui avait mobilisé énormément lors du référendum. Et Brian Tobin, qu'on appelait Capitaine Canada. C'était le ministre qui a dirigé l'organisation du Love-In du 27 octobre 1995. Et ça, c'en est plusieurs là, qui étaient vraiment au cœur de la campagne du non. John Parizella également, qui était à BCP, l'organisation de communication du camp du non. Puis je peux en parler brièvement aussi au sujet de Option Canada. Donc, ces entrevues-là, et j'ai écrit des lettres, et puis bon, je pense que j'ai précisé, je suis originaire de Thunder Bay, puis tout ça. Donc, et à ce moment-là, toutes les histoires sordides des commandites n'étaient pas connues trop à ce moment-là. Gomery était en cours et on n'avait pas toutes les révélations. Donc, ces gens-là voulaient se vanter. Ils voulaient vanter de comment ils ont tout fait pour faire perdre le camp du oui. Faire perdre M. Parizeau et tout le camp du oui. Donc, ils allaient avec une candeur surprenante. Par exemple, Sheila Copps, elle s'en cachait pas du tout. Elle a dit, elle mettait l'État canadien au camp du non. L'État canadien. Donc, ça, c'est une intervention. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'une ingérence étrangère en politique canadienne, mais le Canada en est maître parce qu'il y a des lois québécoises qui interdisent une ingérence étrangère et dans ce cas ici, le Canada est étranger parce que le Québec fonctionne comme une nation qui a ses propres lois et le Canada s'est ingéré sans le cacher. Vous parlez des lois référendaires de 1995, des lois électorales. Oui, la loi électorale de 78 à 77, Robert Burns qui l'avait fait adopter, la loi sur les consultations populaires, qui avait d'ailleurs régi le référendum de 80. Donc, c'est une loi remarquable qui a inspiré d'autres pays quand il y a eu des référendums. Alors, Sheila Copps, elle mettait l'État. Et puis là, elle était chargée, mettons, du Conseil des arts et tout ce qui a été culture au Canada, comme ministre du patrimoine. Elle a dit, moi, je me fous du soutien des arts. Moi, je veux bâtir le Canada. Et quand on parlait des artistes qui avaient tendance à voter oui, puis à être en faveur du oui, puis participer à ça, elle a dit, moi, je change des programmes, eux, ils suivent l'argent, en parlant de artistes québécois. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Donc, elle s'en cachait pas du tout. John Hundrich, qui dirigeait le Toronto Star,
Toronto Star, c'était un des et ça grands l'est encore, quotidiens, c'est le plus grand torontois, quotidien là. au Canada. Canadien, oui. Il souffre maintenant parce qu'avec Internet, mais... En termes de tirage, c'est le plus grand au Canada? Oui. Et de beaucoup. J'aurais pensé que c'était le Globe. Le Globe, non, le Globe n'est pas du tout à la hauteur parce que le Globe est un journal du Parti conservateur, si on le dit, c'est une journée. Et le Toronto Star, c'est vraiment le journal libéral des partis libéraux au Canada. Mais lui, il a nolisé des autobus à ses frais. Il a envoyé ses journalistes dans les autobus et il s'est allié avec des députés de Toronto pour qu'ils amènent des centaines, des milliers de personnes à Montréal. Puis là, quand je lui pose la question, bien, vous savez, c'est illégal, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et il dit, on le savait très bien, j'ai le droit de faire ça, et je les attendais de pied ferme qu'ils me poursuivent. Alors, ça, c'est un exemple. Avec ses propres avocats. Je crois que vous mentionnez dans le livre qui se vendent, qui avait déjà son équipe d'avocats prêts. Oui, puis il a été fier de ça, là. Il était fier d'avoir fait ça. Mais jamais eu de conséquences, au final, pour le Toronto Star. Non, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, le DGE n'était pas capable d'intervenir comme ça. Le directeur général des élections avait de la misère chaque fois qu'il voulait enquêter. Quand il voulait enquêter sur l'action des députés canadiens, il a reçu le directeur général qui est Pierre-F. Côté, feu Pierre-F. Côté, il a un fin de non-recevoir pour dire qu'étant une province, vous n'avez pas le droit de sommer à comparaître un député fédéral. Donc, juste un carré. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et le Québec n'a plus de pouvoir d'enquêter là-dessus. L'autre personne que j'ai interviewée sur cette question d'intervention de l'extérieur, et je dis étranger parce que dans les faits, même si on est dans le même pays, les provinces ont des droits et des compétences et ont des lois. Et des lois sont des lois canadiennes jusqu'à nouvel ordre. Donc, ces gens-là, dans le camp du non, étaient prêts à défier des lois canadiennes, violer les lois canadiennes, et ils pensaient en toute impunité. Puis, force est de reconnaître maintenant qu'ils l'ont eu en toute impunité. Donc, l'autre, c'est John Ray. Et John Ray, dès qu'il me reçoit dans ses bureaux de Power Corp, là, ça ressemble à Louis XIV. Et du moment où je commence à parler d'Option Canada, du Love-In, il se ferme comme une palourde, là. Il se ferme complètement. Il dit, cette manifestation est née d'une conception immaculée. En tout cas, il refuse. Comme la Vierge Marie. Oui. Alors que j'avais interviewé un homme à tout faire des bureaux. C'était un voisin. Il est décédé maintenant. Et lui était un homme, on appelait ça des gophers, go for this, go for that, pour Paul Desmarais, pour John Ray. Et lui habitait à côté, pas loin de chez nous. Et je tais son nom encore parce que sa famille et puis tout ça. Sauf, lui avait dit que John Ray, à un moment donné, voulait faire déchiqueter tous les chèques qui ont été faits par Power Corp. Et donc, cette personne-là était chargée de déchiqueter tous ces documents-là. Et c'était des milliers et des milliers de dollars venant de Power Corp pour financer le Love-In. C'est la seule preuve. Alors, lui, il les a déchiquetés, puis John Ray n'osait pas, donc, de Power Corp, le faire déchiqueter par n'importe qui. Là. Il fallait que ça soit à côté de son bureau, parce qu'il voulait absolument prendre le risque que tu donnes ça à une entreprise de déchiquetage et puis quelqu'un regarde ça. Donc, c'est lui qui me l'a dit. Ça vaut ce que ça vaut, parce que mais je le crois entièrement. On ne peut pas vérifier, en gros. Ben, non, tu ne peux pas aller en cours avec là, puis la personne est décédée. Et bon, elle est décédée, puis elle était... il perd de la mémoire peut-être quelques années après ça. Donc,
Mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Juste la réaction. Quand je lui parlais, puis quand je commence à mentionner l'argent, il s'est fermé. Il est devenu très désagréable. Alors qu'il avait commencé très franc avec moi. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Est-ce que ces gens-là du camp du non, du moins ceux qui sont encore impliqués en politique aujourd'hui, s'en vantent encore ou est-ce que depuis, ils ont un peu appris leur leçon, si je peux dire, et ça fait 30 ans, là. Discrets, là, maintenant. Moi, je dirais, ça fait 30 ans, puis il y en a très peu qui sont encore actifs en politique. Peut-être ils sont dans les coulisses. Le cas de John Parisella, qui est plus vieux que moi, là. Il est chroniqueur maintenant. Ouais, il fait des chroniques. Mais je l'ai interviewé assez longtemps. Il était à BCP. Il était une agence de communication, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il a acheté, mais BCP avait reçu énormément de contrats pour faire la publicité pour le camp du non. Avant et durant la campagne référendaire, parce qu'il y a la loi québécoise donne 30 jours où chaque camp avait 5 millions de dollars, pouvait dépenser. Le BCP avait des contrats, puis nous, bon, là, ça revient à Option Canada. Option Canada, j'avais enquêté là-dessus pour le référendum volé. J'avais rencontré le DGE. Peut-être rappeler exactement ce qu'était Option Canada. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même surtout les générations plus jeunes, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Non, c'est ça. Option Canada était une organisation mise sur pied par le patrimoine canadien, si je ne me trompe pas, ministre du patrimoine, si je ne me trompe pas, et qui... non, était mis sur pied par le comité sur l'unité canadienne, qui existait déjà. Oui. Et Option Canada a été mis sur pied secrètement. Personne ne savait que ça existait jusqu'en 1997. Et ils avaient, je veux dire, un budget de 5 ou plus que 5 millions de dollars à utiliser pour faire gagner le camp du non. Et donc, donc ça a existé, mais c'était secret. Donc, c'est occulte, un fonds occulte créé par le fédéral pour battre le camp du oui. En 1997, il y avait un article dans la Gazette qui a révélé son existence. Le directeur général des élections, qui est quand même Pierre Côté, qui suivait de près ce qui se passait, il ne savait même pas que ça existait. Et jusqu'à mon entrevue qui était en 2004, il m'a dit, j'ai jamais su où ils ont dépensé l'argent, puis il n'a jamais pu enquêter là-dessus. Ce qui est arrivé avec Option Canada, c'est que Normand Lester, qui était journaliste d'enquête, peu après la sortie de mon livre, on était au Salon du livre, Normand et moi, on avait le même éditeur, et là, il m'a dit, pour le livre Référendum, il dit, je viens d'avoir la boîte de documents, tous les documents d'Option Canada, tous les chèques, tous les talons de chèques, tout. Et il dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, j'aimerais faire des reportages. J'ai dit, oublie ça, on va faire un livre. Alors, on a décidé, et puis l'éditeur était rapide. C'était comme en novembre, puis on a sorti le livre en 2006, en janvier. Donc, et puis, bon, moi, j'ai eu la boîte de documents. Je compare ça aux documents, parce qu'on avait les documents du camp du non. Au directeur général des élections, je pourrais les voir. À ce moment-là, je comparais les deux. Et BCP, par exemple, a eu d'énormes contrats qui ont poursuivi tout le long de la campagne référendaire. Et on l'a révélé. Et ils achetaient des tas de choses pour la campagne du non qui n'ont pas été comptabilisées par le camp du non. Donc, si tu as 5 millions dans chaque camp, le camp du non avait 10 millions. C'est ça, oui. Bon, une partie de cet argent a été dépensé
légalement, mais secrètement, également parce que c'était dépensé avant le déclenchement de la campagne référendaire, 30 jours avant le 30 octobre. Mais une grande partie était dépensée durant. Alors, c'est ça, ces révélations-là ont donné lieu à la commission Grenier. 3 semaines après la sortie de notre livre, ils ont déclenché cette enquête. C'est le directeur général des élections qui a exigé une enquête. Et c'est là. Il devait avoir une réponse en 6 mois. Ça a pris 18 mois avant qu'il sorte son rapport. Alors, bon. Ce qu'il faisait là, avec ces argents-là, il payait des bénévoles du camp parce que le camp du non avait de la misère à mobiliser du monde pour faire la campagne électorale. Normalement, il y a beaucoup de bénévolat ou militantisme et ils avaient de la misère. Alors, Option Canada payait ces gens-là. Il y avait des talons de chèque. Alors, nous, on a appelé ces gens-là. Je dis, est-ce que vous avez un chèque? Puis il y en a qui ont dit oui. Donc, illégalement, ils ont mis énormément... Puis c'est plein d'exemples de comment le camp du non a sciemment, les dirigeants, a sciemment violé les lois québécoises. John Parisella était dirigeant de BCP à ce moment-là. Je l'avais interviewé, un homme toujours très gentil, mais jusqu'à la sortie de son rapport, il a, comme je dirais, il a pris son trou. Là. Et Grenier l'a un peu blanchi, le BCP. Selon nous, Grenier, avec son rapport, a tout fait pour protéger le camp du non. Je sais que M. Parizeau avait... Volontairement ou c'était simplement... Ah oui. Bien, il y avait... Lui, si on lit son rapport comme il faut, il reconnaît la faiblesse, le manque de pouvoir qu'il avait parce qu'il ne pouvait pas enquêter sur le fédéral. Aucunement. Donc, ça, c'est... Et comme Option Canada était une ramification du gouvernement fédéral, il y avait des limites de ce qu'il pouvait faire. Nous, on a témoigné devant le Grenier et il y a beaucoup de gens qui ont, autour d'Option Canada, de l'organisation, qui étaient dans cette organisation-là, qui avaient des avocats là, qui empêchaient toute question, d'après ce qu'on sait. Parce que tout ça, c'était à huis clos. Et c'est toujours scellé, d'ailleurs. C'est scellé. Il faut rappeler que la commission Grenier, là, c'était 90 témoins, 4500 documents, à peu près. Il y a eu un rapport, comme vous avez dit. Ceci dit, là, les témoignages et documents sont sous scellés. Ouais. Et donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a 1 an ou 2 ou à peine, je crois, avait demandé, encore une fois, à l'unanimité, je crois, de l'Assemblée nationale, de révéler, de rendre public tous les documents. Ça a été refusé par la DGE. Je pose la question, pourquoi? Et est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ça serait révélé à temps, j'ai envie de dire? Oui, mais tout ce que je peux dire... D'abord, quand ils ont sorti le rapport, ça a libéré les gens du Parti libéral, parce que du Parti libéral, ou des organisations qui ont été nommées dans les documents d'Option Canada. Parce qu'il y avait un blâme à l'endroit... Ça les a innocentés d'une certaine façon. Oui, presque. Et même ils sont sortis, le président dénommé Gougou, pas Google, Gougou, avait dit, on va peut-être poursuivre Lester et Philpot, là. Ah, pour diffamation. Oui, mais c'était clair qu'il y avait le Grenier a reconnu qu'il y a eu au moins, je ne m'appelle plus des chiffres, mais pour peut-être des centaines de milliers de dollars en violation de la loi. Donc, il a reconnu ça, puis il a mis un blâme à certaines personnes qui étaient impliquées dans Option Canada. Mais les grands de ce monde ont été exonérés. Et c'est ça qui est le problème. Moi, je pense que... Et tout de suite, là, il a mis sous scellé et les documents de la commission Grenier et les documents du camp du oui et du camp du non. De sorte que, ce que je pense, parce que je n'ai pas fait l'expérience,
on ne peut pas aller voir ces documents-là comme je l'avais fait en 2005 quand on a pour le livre Les secrets d'Option Canada. J'ai pu tout consulter les documents-là. Moi, je pense, il a dit, on ne veut pas causer des ennuis ou des accusations à des personnes qui seraient innocentes. Puis tout ça. Causer préjudice. Causer des préjudices. Moi, je pense qu'il aurait su d'abord des interventions claires et nettes du gouvernement fédéral. Tu sens, parce qu'il n'a pas pu enquêter, mais il aurait pu avoir le procès-verbal des interventions avec les avocats des personnalités qui étaient du fédéral, dont une personne qui était une ancienne, Liette Doré, c'est son nom, et vous le verrez dans ce livre-là, Liette Doré, qui était une ancienne du SCR. Qui gérait Option Canada, en fait. Oui, elle avait été impliquée. Elle avait, je pense, une responsabilité pour l'échec. Là, je me remémore cette période-là, mais le livre, on soulève quel était son rôle. Puis jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Et je pense que là-dedans, on saurait les documents. La commission Grenier. Oui, la commission Grenier. Parce que Gomery s'est jamais rendu jusqu'à élucider le rôle de cette dame pleinement. Mais on sait qu'elle travaillait pour le SCRS. Elle avait travaillé sur le SCRS. Mais elle avait. Ah, pardon. Ouais. Des fois, là, quand ils quittent le SCRS, ils ne sont jamais loin. Ouais. Un jour, un policier, toujours un policier. Là. Donc, dans les services. Là. Alors, mais ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à connaître pour l'avenir. C'est surtout pour l'avenir. Donc, tout ça, comment je dirais, le vol, d'abord, il y a des gens qui s'en vantaient. Juste pour revenir au début de la question, ils s'en vantaient. Les électeurs hors Québec. Casper Bloom, qui était un homme du Parti libéral, avait créé un réseau financé. Avocat chez Ogilvy. Oui, c'est ça à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui. Je ne sais pas. Ça fait 30 ans. Hein? Oui. Puis, alors lui s'est organisé, puis il y avait un financement pour avoir des électeurs hors Québec, qui vivaient hors Québec à venir là. Puis, on parle de 11 000 personnes. Il y a eu vraiment un problème de 50 000 électeurs de plus qui n'ont pas été identifiés. Alors, est-ce que c'est des gens qui sont venus pour le Love-In le 27 octobre, ils sont restés la fin de semaine? J'ai interviewé une personne de Terre-Neuve qui est venue pour ça. Il n'aurait pas eu le droit de vote parce qu'il n'y avait pas de résidence principale au Québec, mais il a pu voter. Et donc, ces gens-là, le DGE a reconnu qu'il y avait un problème de 50 000 votes. Rappelons que c'est à peu près la différence entre la victoire du oui et du non, 50 à 55 000 votes. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, cette question-là est claire qu'il y a eu des gens qui étaient à l'extérieur qui sont venus voter, surtout lors de la fin de semaine qui a précédé le vote. L'autre question, c'est la façon dont le Canada a violé toutes ses pratiques en naturalisation de citoyens. Ils ont, depuis 1 an auparavant, ils avaient accéléré l'obtention de la citoyenneté canadienne. Et le Parti libéral, je raconte ça dans le livre Le référendum volé, attendait à la place Guy Favreau où les gens faisaient le serment à la reine à l'époque pour devenir citoyen canadien. Et ces gens-là, ils ont tellement accéléré le processus, de sorte que, le Parti libéral, ils sortaient, et là, le Parti libéral était là pour les amener à s'inscrire sur le registre pour le droit de vote. Là. Dans votre livre, vous décrivez même que dans cette scène là, que vous venez de décrire encore une fois, je ne sais pas si c'est un fonctionnaire, mais je pense que c'est un fonctionnaire
d'Immigration Canada qui leur dit, bon, maintenant que vous êtes citoyen canadien, vous savez pour qui voter. Là, Voilà. je vous cite à peu près dans les mots. C'est ça. Et que les fonctionnaires, je parle de fonctionnaires, là, pas de membres du Parti libéral du Canada ou du Québec, un des deux, là. On parle bien de fonctionnaires qui travaillaient soir et week-end pour accélérer justement le processus de naturalisation en espérant que ces gens-là votent non au référendum. Oui, ils comptaient sur les moyennes qu'un nouvel citoyen, il va voter parce qu'il est venu au Canada, Exact. il va voter non. Bien, est-ce que c'est des fonctionnaires qui sont portés volontaires ou est-ce que c'est leur patron qui leur a dit, vous allez travailler comme ça, puis vous aurez temps et demi, vous aurez payé en temps supplémentaire ou des choses comme ça. Mais c'était à plusieurs endroits, ils l'ont fait tellement vite. J'ai les chiffres sur le nombre de naturalisations qu'il y a eu dans l'année qui a précédé, qui est largement supérieur à ce qu'ils faisaient normalement. En moyenne. Et ironiquement, ils ont laissé passer des gens qui, normalement, ils l'auraient pas laissé passer. Il y avait notamment un terroriste. un gars qui est identifié par les États-Unis comme un terroriste aux États-Unis. Et comme de raison, il a été naturalisé dans cette période pré-référendaire. Donc, tout est permis quand tu combats la souveraineté du Québec. Tout est permis, comme on a vu dans le passé avec Trudeau père, avec les mesures de guerre. Et Pierre-F. Côté, que paix à son âme, parce que c'est un grand directeur général des élections, il a dit, fondamentalement, il y a des façons de bafouer le droit d'un peuple. Vous pouvez utiliser l'armée, vous pouvez utiliser l'argent, et en fait, il dit, on habite dans un état de demi-droit. On adopte des lois dûment acceptées, démocratiquement adoptées par le Québec, et nous ne sommes pas en mesure de les appliquer dans le Canada actuel. Alors, c'est ça. En fait, c'est un drame, cette affaire-là, le référendum qui était volé. C'est pas un peu naïf, par contre, du point de vue des souverainistes, de croire que le Canada ne serait pas allé jusqu'où il est allé. Le Canada, on va dire, convaincu de son propre fédéralisme, si je peux dire les choses ainsi, dans le sens qu'on s'attendait à ce qu'ils respectent les lois et les règles, quand c'était assez évident que, de leur point de vue, le Canada était menacé, l'unité canadienne était menacée, donc tout était permis à leurs yeux. Et après, on leur reproche, à juste titre, mais d'un point de vue très réaliste, il fallait s'y attendre, non? Je pense, oui, je pense. Et bon, c'est avec le recul, on a toujours raison, là, mais je pense qu'il faut faire cette évaluation. Je pense qu'au Québec, il y a eu une certaine naïveté. Et ceci dit, je dis chapeau à M. Parizeau parce que lui avait établi une stratégie qui mettait le Canada sur la défensive, en quelque sorte. Sa stratégie basée avec la France. Parce que ce qui compte quand tu fais l'indépendance d'un pays, c'est la reconnaissance internationale. Et puis, on va revenir là-dessus, sur cette question-là, parce que le monde a changé, mais lui savait, à cette époque-là, la France on était dans un monde un peu multipolaire encore, là. La France essayait d'avoir sa propre politique étrangère depuis Charles de Gaulle. Ouais. Et il a vraiment bâti une stratégie autour de la France et de la francophonie qui reconnaîtrait un Québec souverain, ce qui obligerait, dans un sens, et puis ça, M. Parizeau me l'a expliqué, ce qui obligerait les États-Unis de un peu devancer la France. Parce qu'il dit, avec toute son histoire de la doctrine Monroe, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que les États-Unis ne reconnaissent pas quelque chose, mais la France, oui, avant eux? Un pays dans les Amériques. Les États-Unis ne reconnaissent pas un nouveau pays dans les Amériques. Quand la France, un pays européen, le reconnaîtra en premier, c'est impensable d'un point de vue américain. Oui, tout à fait. Et son idée, c'était que ça mettrait le Canada un peu sur la défensive. Mais je pense que ça sous-estime la nature coloniale du Canada. Le Canada est un État héritier de l'Empire britannique.
donc une extension de l'Empire britannique. Et vous savez, des pays colonialistes ne veulent pas perdre leur colonie. Et ça revient à ça. Hein? C'est parce que je sais que c'est des termes qu'on n'utilise pas beaucoup, qu'on aime. Non, galvaudé. Ou qu'au Québec, on n'aime pas utiliser ça. On ne veut pas se reconnaître comme une colonie. C'est comme, on n'est pas comme des colonies. Quand on parle de colonie de l'Afrique ou de l'Asie ou d'ailleurs. Mais dans le fond, et si on regarde notre histoire, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, on parle quand même, quand il parle quand il refusait le serment d'allégeance à la reine puis au roi. L'historique, c'était pas un fait d'armes que le Québec a été établi et maintenu dans l'Empire britannique par les armes à plusieurs reprises. On peut les nommer, il y en a beaucoup. Donc, la mentalité coloniale du Canada anglais est quelque chose dont il faut prendre la mesure. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez au Québec. Parce qu'on ne veut pas... et contrairement aux Irlandais, les Irlandais... Qui ont obtenu leur indépendance en 1923 de mémoire. Ouais, 22, après une guerre civile, 22, ça, après une guerre civile assez sanglante aussi. Non? Oui, mais eux autres, ils ont vu que ils ont eu une partie, mais les Britanniques ont partitionné l'île et avec le Nord, puis c'est au cœur du problème qui n'est toujours pas résolu. Non. Sauf qu'ils ont perçu les Britanniques pour ce qu'ils sont, un empire colonial, et eux étaient probablement la première colonie avec l'Écosse, l'Irlande. Alors, au Québec, malheureusement, je pense qu'on a accepté le récit historique un peu du Canada, que c'est dans la bonne entente que le Québec est entré dans la Confédération, alors que c'est pas vrai, là. Alors, mais tout ça pour dire que la naïveté, si on peut dire ça, parce que je ne veux pas jamais dire que M. Parizeau était naïf, non. mais une certaine naïveté au Québec, on le voit dans les discours un manque de tragique. En fait, je dirais ceci, les Québécois manquent de tragique dans leur esprit. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer, je ne parle pas de M. Parizeau particulièrement, je parle du camp souverainiste dans son ensemble des Québécois, avaient de la difficulté à s'imaginer à quel point ou jusqu'où le Canada aurait été et serait encore peut-être prêt à aller pour s'assurer que le non gagne, que ce soit illégal ou non. Oui, puis qu'ils maintiennent le pays comme ils le conçoivent. Exact. D'une mer à l'autre, avec une population de langue française, mais qui ne dérange pas. Ils veulent pas, qui acceptent le statut de minoritaire puis pour toujours. C'est comme ça qu'ils conçoivent. Ils sont parfois peut-être prêts à prendre le français, mais d'aller reconnaître que c'est une nation qui fonctionne comme une nation, qui a le droit de disposer d'elle-même, cette nation-là. Ils sont très, cette idée-là très, est morte très avec loin de Meach ça. un peu. Après Meach, l'idée que le Québec pouvait rester distinct à l'intérieur du Canada, à toute fin pratique, est morte. Oui, exactement. Puis même avant en tout cas, je sais que M. Bouchard mettait, pour lui, c'était Meach. Meach était absolument important. Mais le fond de l'histoire a commencé en 1759 et 63, là. Dans le fond. Et puis, ça, il faut dire chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon de l'avoir rappelé en refusant le serment à la reine que cette histoire, c'est pas juste depuis Meach, là. Il y a eu la répression des Patriotes, ensuite qui ont imposé la Confédération. Ils ont, tu sais, dans un Québec qui a été battu, puis sur le carreau après 1837-38. La séquence qui suit le rapport Durham et compagnie. C'est ça. C'est assez brutal. Là, quand puis l'acte de l'Union, qui a l'acte minorisé le Québec. L'acte d'Union de 1840, qui a suivi le rapport Durham. Après ça, il faut le dire,
la pendaison de Riel, le refus qu'il y ait d'autres provinces de langue française où le français avait le droit de citer dans l'Ouest. Donc, il faut se rappeler ça quand on dit on veut faire un Québec souverain. Et la mentalité canadienne, et je le vois, le Canada maintenant, l'esprit colonial et colonialiste. Je le vois sur la question de la Palestine actuellement, sur la question, le Canada a un esprit de domination et pour moi, c'est un État héritier des Britanniques et qui est collé sur les États-Unis, qui maintiennent ce même esprit qu'on peut dominer le monde. Alors que dans les faits, cette capacité des pays, des anciens pays colonisateurs de dominer le monde, à mon sens, c'est fini. Je voulais parler de la campagne, ce que menait à la commission Montgomery par la suite, là. Tout ce qui a été versement pour la campagne suivant le référendum de 1995 en faveur d'une identité canadienne au Canada, s'assurer que promouvoir l'allégeance canadienne au Canada, là, qui avait largement contribué aux caisses, premièrement, et à la réputation du PLQ, du Parti libéral du Québec, avec l'arrivée de Jean Charest, d'ailleurs, en 97-98. C'est une période qui, aujourd'hui, nous semble un peu loin, surtout que le PLQ s'est effondré dans les sondages, mais il reste toujours l'opposition officielle grâce, grosso modo, à l'ouest de l'île. Mais je pense que c'est une période que j'ai vécue, mais adolescent, début vingtaine maximum, mais qui est un peu oubliée aujourd'hui. On a l'impression que la scène politique québécoise est dominée par la CAQ, QS et le PQ, ce qui est vrai en ce moment, mais voilà à peine, jusqu'à 2018, les libéraux étaient encore toujours en position de force. Peut-être nous rappeler, premièrement, qu'est-ce que le Canada faisait comme agissement à l'époque, quelle était l'implication du PLQ et peut-être même du PLC, pour rafraîchir les mémoires, avant qu'on passe à la situation actuelle, qu'on tombe dans les pronostics et dans les plans, stratégies actuelles. Mais je dirais que la période après 95, d'abord, je regarderais du côté du camp du oui, du Parti québécois. Je pense que le seul reproche que on pourrait avoir à l'égard de M. Parizeau, de sa stratégie, c'est qu'il n'avait pas de plan B. OK, il n'avait pas de plan de faire au cas... Suivant une défaite? Suivant une défaite comme celle qu'on a, on a eue, là. Suivant les événements. Et je dirais, peut-être il manquait ça, mais il y avait beaucoup de gens, et ça, il me l'a dit aussi, beaucoup de gens autour de lui dans son conseil des ministres qui avaient une peur bleue de la souveraineté. Autrement dit, ils étaient pas comme... Lui avait une idée, il faisait confiance au peuple québécois, il avait une idée, on y va. Et je pense que, parce que rapidement, après sa déclaration malheureuse de la soirée, rapidement, il y a des gens qui l'ont abandonné. L'argent et des votes ethniques, qui étaient, à mon sens, malheureux dans le sens que c'était malhabile. C'est mal dit. Mais c'était vrai. Tout le monde, c'était vrai ce qu'il a dit. C'était malhabile sur le plan politique, mais peut-être ça reflétait que le fait que autour de lui, il y avait des gens déjà qui savaient qu'ils ne pouvaient pas le dire. On reprend demain. On reprend dans 6 mois parce qu'il y a eu des violations. On l'a fait. Donc, lui a démissionné. Il avait dit que s'il ne gagnait pas, il allait démissionner. Mais je pense que le fait qu'il y avait d'autres autour de lui qui avaient peur, qui avaient des idées de gagner. Et il voulait attendre des conditions gagnantes. Là, au sein même du Conseil des ministres. Ah ouais. Et après ça, il y avait M. Bouchard, qui, lui, était pas convaincu du tout, puis il n'avait pas confiance dans le peuple, puis il a hésité. Donc, c'était une proie facile pour le gouvernement fédéral s'il continuait avec l'usure, avec ses campagnes d'allégeance. Et concrètement, les campagnes, c'est quoi? On donnait de l'argent à des artistes, des athlètes? On mettait des drapeaux canadiens partout? Partout. Je veux dire, moi, je suivais beaucoup le patin de vitesse parce que mon fils était patineur de vitesse et tous ces vedettes, là,
avait été souverainiste. Je les connaissais. C'est Marc Gagnon et d'autres étaient ouvertement pour le oui. Benoît Hogg. Benoît Hogg, c'est une autre histoire. Joueur de hockey des Maple Leafs. C'est ça, il était chassé de Toronto, mais un patinage de vitesse. Mais après ça, il gagnait des médailles, puis on les entourait de drapeaux canadiens, puis c'était effrayant. Il mettait de l'argent chez les artistes comme pour les acheter. Il créait un programme de bourse du Canada, des chaires d'études du Canada, c'était Stéphane Dion. Ils ont mis en œuvre le plan B, qui était d'acheter et de gagner par l'usure. Et il faut dire, je pense que le camp du oui était une proie facile. C'est affaissé après aussi. Oui, parce qu'il manquait de stratégie pour après. Donc, c'est une proie facile pour le camp du non. Et ils ont continué la campagne jusqu'à temps que ça s'effrite, la coalition que M. Parizeau avait bâtie. Et vous voyez, Françoise David fonde ce qui est devenu Québec solidaire. Oui. Avec l'UFP, puis ensuite... mais c'est devenu Québec solidaire. Par la suite, François Legault, il crée la CAQ. Tous ces gens-là étaient dans le même camp. Tous étaient là. Tous étaient pour le oui. Mais ça s'est fait spontanément. François Legault n'a pas fondé la CAQ en pensant nuire au souverainisme, et je ne crois pas que QS ait été fondé en nuire au souverainisme. Quoique je dirais, c'est mon analyse personnelle, que le résultat a été celui-ci. C'est que finalement, ça disait les forces souverainistes. Si le dirigeant du camp du oui, qui était le Parti québécois, n'était pas capable de les garder dans le giron du camp du oui, la faute revient au camp du oui. Parce que, je veux dire, M. Bouchard c'est parti sur un déficit de zéro, il a perdu. C'est là que la gauche a quitté rapidement. Dans le fond, M. Bouchard était un homme très conservateur, sur le plan économique, très conservateur, très proche des marais, et ainsi de suite. Donc, lui a comme abandonné la gauche, qui est parti rapidement. Ensuite, François Legault, lui, est parti un peu plus tard. Mais les faits est ça, que les dirigeants du camp du oui n'avaient pas de stratégie qui pouvait ramener tous ces gens-là dans le même giron politique où ils étaient avant. Alors, la campagne a continué par l'usure. Puis un mot sur l'arrivée de Jean Charest. Jean Charest est venu en 98. Du Parti conservateur. Progressiste conservateur de l'époque. Là. Ça, c'était suivi l'éclatement fin du règne de Mulroney en 92. C'est Kim Campbell qui a été dirigeante pendant 6 mois, je pense. Mais elle avait été là. Elle était lavée de la carte, puis là, c'était comme 2 députés. Mais Jean Charest voulait, sa grande ambition, c'était de devenir premier ministre du Canada. Elle a toujours été. Alors, il ne l'a jamais eu. Mais on lui a offert un plateau. Il dit, vous allez... Et je dis, Patrick Bourgeois a documenté ça. Il était même poursuivi un peu pour ça. La façon, les groupes d'hommes d'affaires, je dis hommes d'affaires, Desmarais, Baudouin et compagnie. Patrick Bourgeois étant? Et Patrick Bourgeois, qui maintenant est photographe sur la Côte-Nord, mais il était dans un mouvement de résistance, réseau de résistance québécois, très proche de Pierre Falardeau à l'époque, puis il avait publié plusieurs livres et il écrivait beaucoup là-dessus, mais que Jean Charest avait eu une garantie que qui quitterait le Parti conservateur et deviendrait libéral. Au provincial. Déjà intéressant. Ouais. Et, libéral au fédéral? Non, libéral au provincial, Québec. PLQ. Alors, tu passes d'un bord de l'autre, d'un parti conservateur vers un parti libéral du Québec. Et on lui avait... C'était une question de promesse, mais quasiment comme dire... Tu sais, les gens qui disent... Écoute, si vous n'allez pas, on ne va pas vous financer au Parti conservateur. Autrement dit,
Ils ont un choix qu'ils ne pouvaient pas refuser. Il y avait des promesses financières et il y aurait eu, parce que je n'ai pas les documents devant moi, mais ça a été documenté après 98. Donc, Charest vient, et Charest, son objectif, et la raison pour laquelle il est envoyé, parce que lui avait joué un rôle assez fort pour le camp du non, avec son passeport dans le référendum, il dit, c'est lui qui va nous permettre de vraiment miner le camp du oui. Et donc, lui, il devient ça, puis il mène une campagne contre ça. Il ne gagne pas en 98, mais il gagne en 2003. Puis là, bon, il reste là pendant, 10 ans, à peu près. Le PLQ reste au pouvoir avec une interruption très brève du PQ. Là, eux passent de 2003 à 2018 sous... Sous Couillard. Philippe Couillard qui a pris le relais après. Oui, c'est ça. Mais avec la même stratégie, là, pas de référendum, brandir la peur du référendum. C'est pas dire brandir la peur de la souveraineté, mais brandir la peur d'un référendum. C'est quand même deux choses. Et donc, c'était un autre élément de la campagne post-référendaire, l'arrivée de Jean Charest et son règne comme premier ministre du Québec. Parfait. Passons à l'époque actuelle. Le PQ trône dans les sondages. La CAQ, qui n'est pas souverainiste, mais qui est autonomiste avec un penchant nationaliste, si on peut dire, est au pouvoir depuis 2018. Paul Saint-Pierre Plamondon, parle d'un troisième référendum. Si le PQ obtient une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas impossible qu'on en ait un troisième. C'est peut-être la première fois depuis justement la victoire du PLQ en 2003 qu'on peut en parler de façon réaliste. Comment voyez-vous les choses actuellement politiquement au Québec? Bon, premièrement, oui. Juste pour rebondir sur la question de Jean Charest, je vois personnellement dans Pablo Rodriguez une reprise de l'opération Jean Charest de 98. Pablo Rodriguez est un ministre en ce moment sous le PLC là, avec Justin Trudeau au fédéral qui a annoncé qu'il quitterait puis est-ce que c'est officiel qui se présente à la course? Oui, là, il est député indépendant au fédéral actuellement et il va être de la course à la chefferie du PLQ. Alors, moi, je vois ça comme une opération similaire qui aurait impliqué un certain nombre de personnes assez importantes qui travaillent dans les coulisses parce qu'ils savent que les candidats actuels de Denis Coderre et d'autres à la direction du Parti libéral ne sont pas à la hauteur d'une telle campagne qui viendrait advenant une victoire du Parti québécois. Mais sur le plan politique québécoise, je pense qu'il faudrait qu'on mette à jour un peu la stratégie de M. Parizeau. C'est Parizeau qui a mis, entre autres, qui a mis la puce à l'oreille parce que j'ai travaillé avec lui sur son dernier livre. Et même, je l'ai traduit en anglais, puis on a publié ça en anglais. Là, je lui demandais, mais là, la France, c'est plus ce elle était, parce que depuis Sarkozy, la France est devenue complètement attachée au giron américain. Donc, il ne fonctionne pas comme s'il était un pôle avec sa propre politique étrangère. Sa politique est inféodée à celle des États-Unis, comme celle du Canada. Et là, M. Parizeau, avec son style, il dit « Mais on s'entend très bien avec Lula, au Brésil. » Ah oui, pardon. OK, oui. Lula. Et ça, on parle de l'époque il y avait un grand sommet populaire, international, je pense qu'ils ne s'en tiennent plus de ça, au Brésil. Le Québec avait une délégation, Louise Baudouin y était, et je pense que M. Parizeau, il dit, là, je pense qu'on s'entend bien avec Lula. Voulant dire, le Brésil serait peut-être un allié qui serait peut-être à nous reconnaître. Pas juste la France. Et donc, là, pour décider, pour regarder la situation actuelle au Québec, c'est qu'il
il faut commencer à regarder le monde. Le monde change. Et après 90 et la chute du bloc soviétique, on a eu un monde, la création d'une sorte de monde unipolaire. Autrement dit, il y a les États-Unis qui dominent. Eux deviennent la communauté internationale avec leurs alliés ou les vassaux, là, des États qui sont un peu inféodés aux États-Unis. La France a résisté là-dessus jusqu'à Sarkozy. La France n'était pas dans le commandement général de l'OTAN, par exemple, parce que De Gaulle avait retiré la France en 1966 parce qu'il dit « Nous n'irons pas faire les guerres qui sont les guerres des autres », voulant dire les États-Unis et les Britanniques, surtout, pour le cas de Gaulle. Et ça a resté la politique étrangère française jusqu'en 2006, avec l'arrivée de Sarkozy, qui a bénéficié de l'aide, par ailleurs, de Paul Desmarais et Power Corp. Sarkozy avait dit, si je suis là aujourd'hui, quand il est élu, c'est grâce à Paul Desmarais qui croyait en lui. Mais, alors... quel était l'intérêt des Desmarais dans la politique française? Quand Desmarais... J'ai écrit un livre sur l'histoire sur Desmarais, parce que Desmarais, il avait tant de pouvoir au Québec jusqu'à 2015. Peut-être qu'ils en ont encore, mais ils sont un peu cachés, là. Ils contrôlaient la presse. Desmarais contrôlait 70% de la presse écrite. À l'époque, oui. Oui. Alors, c'est pas rien, ça, c'est pas banal, ça. Mais Desmarais avait fait énormément d'argent au Québec. Il a quitté le Québec avec beaucoup d'argent, puis il a investi surtout en France. Et c'est devenu une puissance économique en France vraiment remarquable. Le monde pensait qu'il a investi en Chine, mais non, Desmarais a surtout investi en Europe. Et donc, il était un des grands à cette époque-là en France. Desmarais en France, en Belgique. Ils étaient alliés avec un grand industriel français, belge, Albert Frère. Puis bon. Mais donc, on a créé un monde unipolaire. Une petite nation, s'il veut être vraiment souverain, il faut qu'il cherche des alliés autres que les États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ne vont pas être intéressés à un autre État qui risque de ne pas les suivre et suivre leur direction. Ils ne veulent pas un autre État. Ils n'aiment pas les États qui sont souverains, qui sont indépendants d'esprit et de politique. Le Canada, maintenant, a fait bien leur affaire aux États-Unis. Donc, à mon sens, le Québec doit, les dirigeants du mouvement souverainiste au Québec, que ce soit le Parti québécois ou le Bloc québécois, faut qu'ils prennent leur distance à l'égard de la politique étrangère américaine et canadienne, qui sont à peu près pareilles sous Trudeau. Ça n'a jamais été aussi... Au Canada, ça n'a jamais été aussi inféodé à la politique américaine que maintenant. Même à l'époque, Jean Chrétien était là, et ça, c'est un peu grâce à la France aussi, puis surtout grâce au Québec. Le Canada n'est pas allé en guerre contre l'Irak. Ah oui, c'est vrai. Et peut-être les plus jeunes ne se rappellent pas, mais les plus grosses manifestations contre la guerre en Irak, toute proportion gardée, étaient à Montréal, au monde, contre la guerre en Irak. Et la France n'est pas allée. L'Ontario était en faveur de l'aller en guerre contre l'Irak. Le Québec était contre. Ça, c'est une constante historique depuis au moins la Première Guerre mondiale. Les Québécois refusent constamment d'aller en guerre, ou à peu près, tandis que le reste du Canada est plus chaud à l'idée, je vais dire. Ils sont plus belliqueux. Et ça revient à un peu cette histoire de l'héritage colonial britannique d'aller faire de la guerre ailleurs. Mais au Québec, les Québécois n'ont pas été en faveur de ça. Mais Jean Chrétien n'est pas allé en guerre. Mais aujourd'hui, les États-Unis diraient, vous allez faire ça. Le Canada, avec Justin Trudeau, il fait ça volontiers. Donc,
un mouvement souverainiste sérieux qui veut avoir une reconnaissance internationale, parce que c'est ça qui va compter. Quand on gagne, il faut qu'ils maintiennent des portes ouvertes avec d'autres pays. Et quels sont ces autres pays? Bien, il y a les BRICS. Ça veut dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pardon. Ouais. Bon, ça, c'est BRICS. Maintenant, il y a beaucoup d'autres pays qui veulent se joindre à ça. Ouais. Alors, moi, ce que je maintiens, c'est que tu n'as pas besoin d'aller provoquer le lion qui est au sud ou l'aigle qui vit au sud de nous, mais tu ne devrais pas provoquer et chercher des provocations avec ces pays-là. Il faut que tu gardes des portes ouvertes partout. Je donne un exemple. Le Mexique, par exemple, qui est un pays important en Amérique du Nord. Oui. Le Mexique garde toutes ses relations avec la Chine. Et avec les véhicules électriques et tout, avec la Chine. Le Mexique ne fait pas partie de l'OTAN, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, qui serait l'organisation qui déciderait si oui ou non le Canada va aller en guerre. L'article 5, oui, en particulier. Si Ouais, un des membres est attaqué, tous les membres sont attaqués. C'est ça. Et avec la politique actuelle du gouvernement canadien et peut-être celle qui s'en vient avec Poilievre, ça va être encore plus grave. Ça va être décidé ailleurs. Donc, mais le Mexique n'est pas membre de l'OTAN. Ils sont en Atlantique Nord, là, et la Constitution les empêche d'envoyer leurs troupes à l'extérieur de leurs frontières. Mm. Donc, le Québec, il faut qu'il commence à penser en ces termes-là. Qu'est-ce que ce pays va être? Et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il embarque dans ces campagnes qui sont, moi je dirais, les campagnes contre la Chine. On n'a aucun intérêt. Pourquoi on fait ça? On parle d'ingérence étrangère sans aucune preuve. C'est des rumeurs qui sont sorties par le SCRS. Le SCRS, qui est l'héritier, les GRC, qui ont fait toutes sortes de crimes ici au Québec dans les années 70. Et donc, nous, on va embarquer là-dedans cette campagne qui, encore, je n'ai aucune preuve sur ces questions d'ingérence. On parle d'ingérence de la Chine et de l'Inde en particulier dernièrement. Là. Alors, on a gardé un certain scepticisme à l'égard de ces campagnes actuelles. Et puis, il y a certains éléments qui pointent qu'en effet, il y aurait eu un minimum d'ingérence, au minimum, si je peux dire, et que les services secrets indiens auraient été assez largement impliqués là, dans l'assassinat d'un souverainiste, justement. Khalistan. Du Khalistan, oui, c'est ça, une région indienne. Après, je n'ai pas les preuves devant moi, là, mais supposément là, que c'est quand même assez concret. Là. Mais en fait... Non, tout ce que je dis, c'est, OK, bien, allons au moins avoir des doutes. Oui, tout à fait. L'histoire du Khalistan, là, c'est pas l'histoire du Québec. Hein? C'est pas du tout l'histoire. Puis là, c'est là où il faut être un peu plus prudent. Si on ne connaît pas le sujet, on n'embarque pas à fond, les yeux fermés. C'est ça le problème. Et je vois aller le Bloc, et puis je dois le dire, le Bloc, il embarque dans toutes ces campagnes-là, les yeux fermés, sans connaître le sujet. La question du Khalistan, je veux dire, les gens qui sont des soi-disant martyrs de cette organisation-là, c'est eux qui ont abattu Air India. En 1885, si je ne me trompe pas, 380... C'est 1985, oui. Oui, 380 personnes mortes, dont la grande majorité étaient des Canadiens, des citoyens canadiens. Ces gens-là l'ont fait et le Canada les a protégés. Donc, c'est pas du tout le Québec, l'histoire. Donc, il faut être prudent. Si on ne connaît pas un sujet, on n'embarque pas là-dedans. On ne croit pas. Et ça ne veut pas dire que tu vas dire, ben, c'est pas vrai. Ou tu vas juste être... Fais attention, parce qu'il faut que tu gardes... Un mouvement souverainiste sérieux va devoir garder les portes ouvertes partout. Parce que le gros défi, c'est que
si on gagne, ça nous prend la reconnaissance internationale. Et ça, je dirais que c'est et je suis convaincu que M. Parizeau comprendrait ça. Ça serait dans son esprit. C'est un peu sa stratégie avec la France. C'était les pays de la francophonie. La France reconnaîtrait le Québec et les États-Unis seraient obligés de faire ça. Il lui avait aussi l'idée avec les pays latins de l'Amérique latine, embarquerait rapidement aussi. Alors, c'est là où le mouvement souverainiste a du travail à faire. Si il nous reste 10 minutes environ, on a parlé de l'international, mais j'ai l'impression que on a sauté une étape. En fait, c'est la campagne du oui et du non, potentiellement lors d'un troisième référendum. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part du Canada, ce qu'on pourrait appeler encore le camp du non, en termes d'agissement? Et quelle serait la stratégie adoptée, à votre avis, de la part du camp du oui? Là, je pose la question parce que j'en parlais avec Jean-François Lisée dernièrement, justement, sur ce balado. Puis il disait les choses ont changé un peu. Le Love-in du 27 octobre 1995 à l'époque aurait peut-être pas lieu aujourd'hui. Les Canadiens ont plus cette fausse amour, ou du moins cette envie de garder les Québécois autant qu'on pourrait le croire. Là, on parle du commun des mortels là, chez les Canadiens. Une élite canadienne, c'est peut-être autre chose, mais aujourd'hui, peut-être les Canadiens nous diraient partez. Finalement, on est un peu content de vous voir quitter. Est-ce que vous partagez cette opinion ou, comme j'ai dit, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part du Canada et des forces du camp du non lors d'un troisième référendum potentiel? Moi, je crois pas ça du tout. C'est pas que les Canadiens veulent dire qu'ils s'en aillent. Il y en a qui penseront ça. Ouais. Mais ils ne le permettront pas. Du moins, ils vont tout faire ils vont pas répéter la stratégie. Et d'ailleurs, ils ont des think tanks bien financés pour planifier ça. Donc, ils sont sûrement en train de penser à une stratégie, et c'est pour ça qu'il faudrait que nous, on regarde la stratégie. Comme la mentalité anglo-canadienne est celle d'un pays colonialiste, et le Québec étant la première colonie, après ça, il y a les nations autochtones également, cette mentalité-là va faire en sorte, selon moi, qu'ils vont tout faire pour garder le Québec dans le Canada. Est-ce que ça serait un love-in? Moi, je ne pense pas qu'ils vont répéter une affaire comme ça. J'ai mentionné tout à l'heure que l'opération Pablo Rodriguez, qui viendrait à la tête du PLC, Parti libéral du Québec, je veux dire, fait partie d'une telle stratégie, selon moi, de se préparer pour ça. Mais ça ne serait pas... Je ne pense pas que le Canada va être content de laisser aller le Québec. Ça va prendre une mentalité au Canada qu'on ne voit pas beaucoup. On a déjà vu ça dans les années 70, une sorte de reconnaissance du droit du Québec à l'autodétermination. Mais j'entends ça, pas ça chez aucun parti politique. Même, je sens une haine contre le Québec pour des raisons qui ne sont pas justifiées, pas fondées. Donc, autour du refus du multiculturalisme, du refus de toutes sortes de percevoir les Québécois comme étant racistes. Il faut le faire, là, mais ils réussissent à déverser sur le Québec leur propre échec avec les peuples autochtones. C'est une constante au Canada. Oh, on a mal fait, mais c'est surtout au Québec, alors que c'est pas vrai du tout. J'avais écrit un autre livre là-dessus. Sur la crise d'Oka. Oui, sur la crise d'Oka. Donc, je pense que la haine qu'on a sentie... Elle reviendrait. Bien, on le sent déjà. Ouais, alors, dire qu'ils vont être contents, ils vont dire, OK, laissez-les aller, je ne crois pas ça du tout. Ils vont rester sous notre botte. Mais politiquement, on s'attend à quoi exactement? Bon, on a parlé d'Option Canada et de tout ce que les forces occultes, si on peut dire, du fédéralisme avaient mis en place. Mais aujourd'hui... toutes sortes de moyens. Il peut y avoir des observateurs, ça c'est toujours un truc. Tout le monde avait dit, on va avoir des observateurs étrangers, mais
Vous savez, les observateurs, souvent, ils sont là envoyés par des gens. Ils peuvent trouver toutes sortes d'entorses que le Québec utilise. Il y aurait beaucoup de moyens. Pour le Québec, je pense qu'il faudrait éviter de parler de référendum. Et je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon essaie de faire ça, mais il faut qu'il parle de la souveraineté. Il faut qu'il dise qu'est-ce que ça va nous amener. Et ça, je reviens à la question internationale, c'est que moi, je pense qu'on va, comme des somnambules, vers une guerre internationale, une guerre mondiale. On n'est pas loin de ça, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et le Québec, il faut qu'il dise, à mon sens, des souverainetés, nous, on n'embarquerait pas dans ces guerres-là. Donc, parce que la population, je veux dire, ils vont réagir comme le peuple québécois va réagir comme il a toujours réagi. On n'est pas d'accord pour aller en guerre. Nos enfants, ils ne vont pas aller en guerre. Donc, je pense que c'est très important de garder l'œil sur l'objectif, sur qu'est-ce que c'est l'objectif. Et les moyens, le référendum va être un moyen, mais est-ce que ça va être un référendum qui confirme, je dis, ça peut être une stratégie électorale, là, une campagne, une élection référendaire. Ben, Jean-François Lisée disait qu'il manque de souverainistes en ce moment. C'est le problème principal, c'est que l'appui au oui est entre 25 et 30 %, puis c'est un appui relativement faible. Tandis qu'à l'époque, en 1995, on sortait de l'échec du lac Meach. Le oui était à peu près à 40 % quand Parizeau a pris le pouvoir, en 1994. Puis quelques années avant ça, sous le premier ministre du Québec à l'époque, là, qui est le Parti libéral, bien connu, Robert Bourassa, le oui était... Juste après l'échec du lac Meach, le oui, dans les sondages, avait atteint à peu près 60 %. Donc, on était dans une conjoncture qui était plutôt favorable. Aujourd'hui, on n'est pas dans une conjoncture favorable. Le oui a de la difficulté à décoller, quoique l'appui pour le PQ a monté, mais on ne peut pas nécessairement dire que cet appui se généralise. Comment faire, en gros, là, si on est le Parti québécois, ou si on est le camp souverainiste, je devrais dire pas le Parti québécois seulement, mais toute personne, tout le camp souverainiste, comment faire pour raviver, si je peux dire, la flamme là, en 5 minutes environ? En 1960, l'appui à la souveraineté était un peu plus que zéro. Quand l'évêque a fondé le mouvement Souveraineté Association, qui est devenu le Parti québécois, c'était peut-être 20 %, 10, 20 %. Ils ont eu, en 70, 29 % des voix. Personne ne pensait que ça pouvait tenir un référendum 10 ans après, où il y a eu 40 %. Je veux dire, il ne faut pas regarder ça de façon... Il faudrait vraiment dire qu'est-ce qu'on va être comme un pays souverain. Il faut que... je veux dire, c'est difficile, mais moi, je pense qu'il n'y a pas assez de réflexion actuellement sur le pourquoi d'un pays souverain. Et le pourquoi. Et tu sais, on a réduit ça à des calculs économiques. Ça, c'était Bouchard qui a amené ça, à mon sens. À vraiment dire, il ne faut pas avoir peur économiquement, on va être correct. Et il faut donner un peu le goût de la souveraineté. Dans une question que j'ai vue hors d'onde, vous avez parlé de pourquoi j'ai parlé de Terre-Neuve puis de l'Islande. Tout à fait. Une des raisons, c'était que l'Islande a choisi oui en 1944 et la Terre-Neuve a été... C'était question de voter. Ils allaient voter. L'Islande a obtenu son indépendance du Danemark, hein, rappelons-le. C'est ça. Et en 1948, le Canada a annexé. Annexe Terre-Neuve. Parce que même il y a eu des votes. L'option canadienne n'a pas gagné la première fois. Ils ont refait dans des mois qui ont suivi, puis là, ils l'ont gagné. Et même de façon incorrecte. Mais le Terre-Neuve est devenu une dépendance, ne pouvait pas décider de ses politiques alors que l'Islande a pu faire ça. Deux trajectoires économiques opposées. Opposées. Ouais. Puis l'Islande est devenue, bon, c'est petit, mais comme le Terre-Neuve est assez... Pays riche. C'est un pays riche aujourd'hui, l'Islande. Pays riche, puis ils ont fait appliquer la loi qui ont protégé la pêche pour eux, là, alors que
Terre-Neuve a souffert de ça, était dans les pêches, dans la pêcherie, puis après ça, c'est... Alors, il faut qu'on revienne à montrer l'intérêt de ça. Les moyens, ensuite, c'est la cuisine. Ça, il faut qu'on ait des gens, mais il faut qu'on remette à l'avant-scène l'intérêt qu'on a à décider de notre avenir nous-mêmes. C'est ça le problème actuel. Et je donne le cas de la guerre, mais on se fait embarquer dans des projets, des fois, qui viennent pas de nous. On se fait embarquer dans des campagnes qui nous font souffrir. Nos producteurs porcins de porc au Québec, ils ont souffert beaucoup à cause des conflits entre le Canada et la Chine. Je dis, le Québec aurait pu dire, ben écoute, nous, on va regarder nos relations. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ce pays-là. Comme on n'est pas d'accord avec les États-Unis sur des tas de choses, que ce soit sur l'avortement ou sur l'emprisonnement des gens, on n'est pas d'accord, mais on va quand même garder nos relations économiques avec eux. Pourquoi le Québec... Il y a beaucoup de choses qui montrent que ça serait intéressant pour le Québec. Robin Philpot, il nous reste 1 minute. Mot de la fin sur cet entretien particulièrement intéressant. Il ne faut pas perdre de vue le potentiel d'un pays souverain. Le Québec représente un potentiel et toutes ces questions actuelles de relations avec les nouveaux venus, ça se réglera avec la souveraineté. Parce que les gens vont savoir sur quel pied danser. Actuellement, un arrivant, il ne sait pas. Est-ce que je suis Canadien, est-ce que je suis Québécois? Est-ce que je parle anglais, est-ce que je parle français? Ça, cette question-là sera réglée avec le temps. Ça ne serait pas magique, mais ça serait beaucoup plus facile à régler ces questions-là dans un Québec souverain de langue française et où il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Robin Philpot, merci beaucoup. Merci à vous.